qui appartient votre chaîne? Est-ce qu'elle subit des pressions? Est-ce qu'il y a des directives sur le plan politique, Vous voulez dire diplomatique? que ceux qui nous payent ont une influence sur ce que l'on dit? En général, on peut le supposer, oui. Accrochage pendu sur un plateau télé. L'échange entre Dominique de Villepin et Apolline de Malherbe a rapidement dégénéré, et la séquence fait aujourd'hui le tour des réseaux sociaux. Tout commence pourtant comme une interview politique classique. Apolline de Malherbe reçoit l'ancien Premier ministre pour parler de la situation politique en France et de ses critiques envers le pouvoir actuel. Les premières minutes se déroulent normalement, avec des questions directes et des réponses tout aussi franches. Mais très vite, le ton change. Face aux questions insistantes de la journaliste, Dominique de Villepin décide de renverser le débat. Il interrompt Apolline de Malherbe et lui lance une remarque qui va immédiatement tendre l'atmosphère sur le plateau. Selon lui, la journaliste ne serait pas totalement libre dans ses propos sur sa propre chaîne. Surprise immédiate. Apolline de Malherbe réagit sans attendre. Elle défend son indépendance et rappelle que son rôle est de poser des questions, parfois fermes, mais nécessaires dans un débat démocratique. Pour elle, il est hors de question de laisser entendre que les journalistes ne seraient pas libres de leur travail. Mais Dominique de Villepin insiste. Selon lui, le problème dépasse une simple interview. Il évoque plus largement le fonctionnement des médias et les lignes éditoriales qui peuvent exister dans certaines chaînes. Sans citer directement de responsables, il laisse entendre que ces orientations peuvent parfois influencer la manière dont les débats sont menés. La tension monte alors d'un cran. Les deux interlocuteurs se coupent la parole. Apolline de Malherbe défend fermement son métier et celui de ses confrères, tandis que Dominique de Villepin maintient sa critique sur l'état du débat médiatique en France. Pendant quelques instants, le plateau devient particulièrement électrique. Oui. Donc je ne suis pas sûr que l'objectif visé, qui était sans doute d'envoyer un message de fermeté à Vladimir Poutine, dans un temps qui est un temps difficile, puisqu'on voit bien que l'échec de l'offensive ukrainienne a introduit un élément de doute, qu'il y a par ailleurs aujourd'hui un sentiment de force du côté russe, du côté de Vladimir Poutine. Donc je crains que cette phrase soit venue à contretemps introduire justement un élément d'incertitude plus que la garantie souhaitée sans doute par le président. Incertitude, contretemps, réaction très vive des alliés de la France qui se sont immédiatement désolidarisés de ces propos, très fermement même de la part notamment du chancelier allemand. Est-ce que ça a introduit aussi une forme d'incompréhension avec nos alliés ? Nos alliés, en tout cas pour ceux qui sont dans l'Est de l'Europe, les pays baltes, ont marqué depuis le début une très grande fermeté. Et là où il y a eu davantage de retard à l'allumage, c'est du côté de l'Allemagne et du côté de la France. Nous avons rattrapé le temps perdu, si je puis dire, et le discours de Bratislava d'Emmanuel Macron a marqué un recalage de la position française vis-à-vis de l'Ukraine, une volonté de fermeté dans le soutien apporté à l'Ukraine. Est-ce qu'il faut aller plus loin ? Je crois que c'est là qu'est le malentendu. C'est que dans le soutien que nous exprimons en tant qu'Européens à l'Ukraine, nous constatons des ratés. Nous constatons que nous n'avons pas été capables de faire ce que nous avons dit. Nous avions promis 1 million d'obus, nous n'en avons que 300 000. Qu'un tiers. Absolument. Nous n'avons pas réussi dans les temps à livrer les matériels requis pour mener les opérations nécessaires, ce qui explique sans doute en partie l'échec de l'offensive de l'été-automne dernière. Donc il y a là une situation de facto est-ce par de manque. Culpabilité, au fond, qu'est-ce qui peut expliquer? Et là, j'aimerais aussi comprendre, vous-même, vous avez vécu de nombreuses situations de sommets internationaux. A-t-il été dépassé par sa pensée? Comment vous expliquez, au fond, que cette phrase, à 22 heures, après des heures de réunion avec ces chefs d'État, comment vous expliquez ça? Très difficile d'analyser la pensée présidentielle. Je crois qu'il y a 3 éléments qui ont pu jouer, se confondre. Le premier, il est politique.
c'est la volonté d'établir un clivage. C'est ce qu'on a vu juste après à l'Assemblée nationale, marquer un clivage. Vis-à-vis du Rassemblement national, vis-à-vis du Rassemblement national, absolument, marquant un clivage entre ceux qui sont résolument engagés à défendre l'Ukraine jusqu'au bout, sans condition, et ceux qui, au contraire, apparaissent comme davantage hésitants. Deuxième élément, un objectif, lui, plus diplomatique, plus stratégique, qui est dans un moment d'effacement du leadership américain, essayer de marquer un leadership français. Emmanuel Macron a toujours eu le goût de ces saillies, essayer de poser sa voix et de poser sa vision en substitution du manque américain. Et puis il y a aussi peut-être un syndrome qui est assez fort dans la vie internationale, qui est la volonté de trouver la phrase magique, la pensée magique, qui permet d'écraser le match, ce qui est une formule très macronienne, et c'est un peu la référence à Mario Draghi qui en 2012 avait réussi avec une petite phrase « Whatever it takes », quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, eh bien, nous serons là pour faire face aux risques financiers. Et les marchés, qui étaient très incertains, se sont alors stabilisés. Cette petite phrase d'Emmanuel Macron, elle me fait penser qu'il y a eu sans doute cette envie un peu magique. Ça n'a pas donné le même résultat. Ça n'a pas donné le même résultat parce que les esprits ne sont pas... Et c'est là où on voit que ils ont beaucoup parlé, ces Européens. Ils ne sont pas sur la même longueur d'onde. Ils n'ont pas forcément les mêmes attentes et les mêmes objectifs. Et je crois que, véritablement, on n'est pas non plus en phase avec ce que souhaite Vladimir Zelensky. Il y a des demandes très précises de Vladimir Zelensky. Il n'a pas demandé de troupes. Il n'a pas demandé de troupes. Il y a des besoins très précis. Et c'est le point important pour beaucoup de nos alliés. Envoyer des troupes sur place, des troupes combattantes maintenant, l'Élysée, le Quai d'Orsay. Oui, il dit, on n'a pas voulu dire troupes au sens soldat, davantage conseiller, accompagnement. De forces d'accompagnement, notamment pour l'usage des armes. Envoyer des troupes, c'est véritablement changer la nature de l'engagement européen. Il y a un certain nombre d'experts qui considèrent que pas du tout, nous sommes inhibés par la Russie. Je crois que la réalité, c'est que oui, nous nous mettons en situation de coagir alors avec les Ukrainiens, et ceci pour... Si nous envoyons des troupes, nous serions en situation de coagir, de co-belligérance avec les Ukrainiens, et donc nous changeons la nature de ce conflit. Ça n'interdit pas à des alliés de la Russie de se solidariser alors de Moscou, d'intervenir aussi pour engager un conflit qui serait d'une toute autre nature. Aujourd'hui, c'est un conflit entre l'Ukraine et la Russie. Nous serions alors dans un conflit qui s'élargirait considérablement. Dominique de Villepin, il y a le fait de l'avoir dit et de sans doute aurait-il mieux fait de ne pas le dire, mais sur le fond, ce que je comprends malgré tout, Dominique de Villepin, c'est que vous estimez que ce serait une erreur d'envoyer des troupes. C'est-à-dire que il y a le fait de le dire, mais il y a le fait de le faire, ou d'envisager même de le faire. Et si on prend Emmanuel Macron au mot, prenons-le au mot, au fond, et sur les mots, vous n'êtes pas d'accord du tout. Vous n'êtes pas d'accord sur cette idée-là, vous n'êtes pas d'accord sur cette option, vous n'êtes pas d'accord sur ce scénario. Je ne veux pas faire de procès d'intention au président, puisqu'il dit ne pas avoir dit ça. Et qu'aujourd'hui, on corrige la pensée présidentielle. C'est une chose que d'envoyer des infirmiers, d'envoyer des agents de renseignement, voire des conseillers pour apporter des éléments d'information. C'est autre chose que d'envoyer des soldats sur place. Finalement, la journaliste tente de reprendre le contrôle de l'interview et de revenir aux questions politiques. Mais le moment est déjà marqué, et la séquence ne tarde pas à circuler massivement sur Internet. Sur les réseaux sociaux, les réactions sont partagées. Certains internautes saluent la franchise de Dominique de Villepin et sa critique du système médiatique. D'autres, au contraire, prennent la défense d'Apolline de Malherbe et rappellent l'importance du travail des journalistes dans une démocratie. Une chose est sûre, cet échange relance une question qui revient régulièrement dans le débat public, celle de la liberté des médias et de l'indépendance journalistique. Et vous, dites-nous en commentaire, Dominique de Villepin a-t-il raison de poser cette question, ou Apolline de Malherbe a-t-elle simplement fait son travail de journaliste ?